Madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans La Voix est libre. L'opération de sensibilisation au dépistage du cancer du sein Octobre Rose est terminée. Chaque mois d'octobre, cette campagne incite les femmes de 50 à 74 ans à prendre rendez-vous pour effectuer tous les 2 ans une mammographie. Alors cette sensibilisation au dépistage a été lancée il y a un peu plus de 20 ans et depuis, le taux de mortalité par cancer du sein a nettement reculé. Et puis, la médecine a progressé dans les techniques chirurgicales, dans les traitements plus adaptés, plus ciblés. Et grâce à la recherche, on a aujourd'hui une meilleure connaissance de ce cancer et de ses différents mécanismes. Pour faire le point sur tout cela, je reçois aujourd'hui Pascale Romestin. Bonjour Madame Romestin. Vous êtes médecin, radiothérapeute à Lyon et vous êtes aussi vice-présidente de l'association Europadonna, une des associations qui milite pour sensibiliser les femmes au cancer du sein. Et comme l'indique son nom, c'est une organisation européenne. Européenne, oui, qui est née à Milan, en Italie, comme son nom l'indique, à la fin des années 90, à l'initiative de Umberto Veronesi, qui était un patron de chirurgie sénologique. Et cette association s'est étendue dans l'Europe. Il y a 46 pays. Et la branche française est née en 98. C'est Nicole Albi, à l'époque, qui en était la présidente et qui l'a créée. Et on a créé des délégations, il y en a 16 en région. Vous êtes présidente de la région Rhône-Alpes, bien sûr, voilà. Et vice-présidente sur le plan national. Voilà. Les actions de cette association? Alors, c'est une association qui est une association militante, bien entendu, qui a pour objectif de traduire et de transmettre les attentes des patientes, leurs demandes pour ce qui est des traitements, aussi bien des traitements médicaux, chirurgicaux, etc., mais des soins de support aussi. C'est une association qui a pour objectif aussi de faire du lien entre les femmes et entre les patientes et les soignants, avec des lieux de réunion, et troisièmement, de faire de l'information avec des plaquettes, des brochures d'information qui sont éditées, un site internet bien entendu, et des informations annuelles avec des réunions qui ont lieu au Palais du Luxembourg. Et on a fait la 16e réunion il y a 15 jours à Paris. Voilà, donc une association militante. Dans quelques minutes, nous serons rejoints par d'autres spécialistes du cancer du sein pour parler des différents traitements de cette maladie, des espoirs apportés par la recherche et aussi des progrès qu'il reste sans doute à faire dans la prise en charge de ce cancer. Mais d'abord, on va parler du dépistage. Depuis sa mise en place il y a une vingtaine d'années, je le disais, le taux de mortalité par cancer du sein a baissé, on va voir avec ça, avec un graphique. Il est passé d'un peu plus de 20% en 1990 pour aujourd'hui se stabiliser autour de 15%, une baisse significative. Si on fait une simple règle de 3, on comprend que globalement, chaque année, 5000 femmes ne meurent pas du cancer du sein parce qu'elles ont été dépistées. Et donc, dépistage précoce du sein, visiblement, ça sauve des gens. Une courbe qu'il faut malgré tout mettre en parallèle avec ce chiffre. L'année dernière, seuls 51,6% des femmes concernées par le dépistage l'ont effectué. Pascale Romestin, ce pourcentage, juste un petit peu plus de la moitié, vous trouvez ça dommage, René Pot? Oui, c'est dommage. Alors, il faut bien voir que c'est un chiffre qui représente les femmes qui ont participé au dépistage organisé, le dépistage institutionnel. Dans les 49% restantes, il y a un certain nombre de femmes qui auront un dépistage par prescription individuelle, par leur médecin, leur gynécologue, exactement. Malgré tout, c'est faible. C'est faible. Il reste encore une partie des femmes qui ont des appréhensions, qui ont peur, qui ne veulent pas savoir, qui craignent d'être malades, qui pensent que si on fait trop de mammographie, c'est-à-dire trop de rayons, on est au contraire, et ceci a été dit, on peut induire des cancers. Alors, on appelle les cancers radio-induits, c'est une des polémiques qui chaque année... Oui, alors ça, c'est à la marge, et ça concerne essentiellement les femmes jeunes, parce que le sein, la glande mammaire de la femme jeune est beaucoup plus fragile que le sein d'une femme de plus de 50 ans. Je vous rappelle que le dépistage, tel qu'il est organisé, en France, oui, concerne les femmes de 50 à 74 ans, c'est-à-dire en général après la ménopause, pour faire simple. Et c'est dans cette tranche d'âge qu'on a mis en évidence sur des travaux publiés, aussi bien ce sont des travaux qui ont été faits aux États-Unis, au Canada, en Europe du Nord, ont montré une réduction de la mortalité chez les femmes qui se prêtaient au dépistage. Et cette réduction, c'est ce que vous avez cité, est de l'ordre de 20% environ sur la mortalité, ce qui est quand même considérable. Alors, pourquoi un tel désintérêt alors le dépistage organisé. Alors, un tel désintérêt, c'est certainement l'appréhension, la peur, la méconnaissance pour un certain nombre de personnes.
Alors, et puis une polémique qui dit il y a peut-être du surdiagnostic. Alors, il y a les deux ça polémiques, fait partie hein. de ces polémiques. Les cancers radio-induits, parce que... Oui, ça je crois que c'est très limité. C'est très La limité. deuxième discussion, c'est Les surdiagnostics. le surdiagnostic, C'est ce qui en soi... on détecte un cancer, on l'opère, alors Oui. que finalement il était peu évolutif ou pas du tout, c'est ça. Ce qui est plus grave, à mon avis, c'est pas tellement sur diagnostic, c'est sur traitement, hein, parce qu'on peut faire un diagnostic et à la limite surveiller ces femmes si on considère que la probabilité que cette maladie évolue est limitée. Ce surdiagnostic est extrêmement difficile à compter. Une fois que le diagnostic de cancer est fait, on est incapable de dire celui-là il va évoluer ou celui-là il n'aurait pu ne pas évoluer. C'est là la assez complication. difficile, c'est assez compliqué. On l'évalue entre 5 et 10% probablement actuellement, hein. Et ce surdiagnostic, à mon sens, est beaucoup plus connu et beaucoup plus est limité, à mon sens, dans le dépistage organisé. Pourquoi ? Parce que dans le dépistage organisé, vous avez une deuxième lecture qui à la fois peut voir des images qui n'existaient pas ou au contraire considérer comme bénigne une image qui pouvait paraître suspecte. Hein, c'est quelqu'un qui a un deuxième œil. Deuxièmement, il y a une évaluation de la qualité des clichés et de toute la chaîne de prise en charge qu'il n'y a pas dans le dépistage par prescription individuelle. Et là, vous avez un événement que je trouve important, c'est de considérer que tous les médecins et les radiologues se plient à cette évaluation de leur qualité. C'est-à-dire qu'on peut leur dire, vous, vos clichés sont de qualité, ou au contraire, vous êtes le mauvais élève de la classe et à vous l'année prochaine de faire mieux. Et je trouve que c'est assez remarquable de la part des radiologues. Il existe également de nouvelles façons de diagnostiquer avec d'autres moyens moins rayonnants ou pas du tout rayonnants. Il y a des échographies, des IRM. Mais ça, c'est de la deuxième intention. Oui, c'est de la deuxième intention. Le dépistage, c'est de la mammographie. D'accord. Vous êtes donc pour on a compris, le dépistage plus systématisé ou Non, organisé. je suis pour essayer de convaincre les femmes de l'avantage du dépistage parce que ça réduit leur mortalité et quitte à faire un dépistage, plutôt participer au dépistage organisé pour les deux raisons que je vous ai dit, la double lecture et le contrôle qualité de toute la chaîne de prise en charge. Alors, une fois qu'on découvre une tumeur maligne, la patiente est prise en charge et va donc pouvoir bénéficier de différents traitements. Et lorsque la découverte de cette tumeur est précoce et qu'elle est de petite taille, facilement opérable, on lui propose donc une chirurgie pour l'enlever. Et pour en parler, le docteur Nicolas Carabin va nous rejoindre. Bonjour docteur, vous êtes chirurgien au centre de cancérologie Léon Bérard à Lyon et vous êtes, on peut dire, un spécialiste de la chirurgie du sein puisque cela représente environ 90% de vos interventions dans ce centre. Pour vous, on vient d'en parler, ce dépistage précoce, c'est vraiment vital. C'est d'autant plus important que ça permet de faire le diagnostic de lésions de plus petite taille, donc plus accessible à de nombreux traitements qui sont moins lourds et avec moins de séquelles pour la patiente. Des chirurgies moins lourdes, moins de séquelles, des traitements éventuellement par la radiothérapie plus localisés, plus ciblés, plus courts. Justement, ces chirurgies, parce que la peur des femmes, généralement, quand on leur découvre un cancer, c'est une mastectomie totale, c'est-à-dire qu'on enlève le sein global. Quand on les prend précocement... Alors, le taux est très diminué. Le taux de mastectomie en France est à peu près 20 à 30%, et il diminue au fur et à mesure. Il diminue grâce à plusieurs techniques, notamment l'amélioration aussi des techniques chirurgicales qui permettent d'enlever, grâce à de nouvelles techniques qui sont issues initialement de la chirurgie plastique et qui désormais sont complètement passées dans le domaine de la cancérologie. Ça permet d'enlever les plus gros volumes de glandes mammaires tout en gardant un sein qui a une forme acceptable et parfois même améliorée par rapport à la prise en charge initiale. Et puis ensuite, effectivement, quand malheureusement on doit avoir recours à ces opérations d'ablation qui sont mutilantes pour les patientes et qu'on essaye de minimiser au maximum, et quand on a recours à ces opérations, on peut parfois proposer de faire des reconstructions éventuellement dans le même temps, ce qui permet de diminuer le deuil, la période d'amputation pour les patientes. Vous parlez donc de chirurgie moins invasive, ou en tout cas mini-invasive. Il y a aussi de la chirurgie ambulatoire. Et ça, c'est depuis quelques années, on le propose de plus en plus pour les cancers du sein. Oui, c'est une vraie volonté sur le plan national. D'ailleurs, ça appartient au plan cancer. L'objectif, c'est de maximiser le nombre de patientes qui sont pris en charge en ambulatoire, c'est-à-dire où on rentre le matin en hospitalisation et on sort le soir, on retourne à la maison. La chirurgie du sein s'y prête très bien parce que c'est une chirurgie pour les cas bénins où justement on n'enlève pas le sein, entre guillemets. C'est une chirurgie qui est relativement bien tolérée, qui nécessite que peu de soins en post-opératoire et qui est très peu douloureuse habituellement. Ce qui fait qu'on peut réaliser le traitement en une journée.
ce qui évite à la patiente de venir la veille à l'hôpital. Et on a réalisé pas mal d'études sur ce domaine-là. Ça a montré que ça diminuait beaucoup l'anxiété des gens. Le fait d'être hospitalisé, le fait d'aller à l'hôpital, d'être dans un environnement qu'on ne connaît pas, c'est quelque chose qui est très angoissant, très anxiogène. Et du coup, ça permet d'améliorer nettement leur qualité de vie, de rester en famille la veille de l'opération et éventuellement Et le soir, de le lendemain l'opération. soir, on est à nouveau Exactement. chez soi. Le centre Léon Bérard, d'ailleurs, est un des sites pilotes. Oui, ça a été un des sites pilotes. Il y a 3-4 sites qui sont pilotes en France et effectivement, ça en fait partie d'un des sites. On est à peu près à l'heure d'aujourd'hui à 52 à 53% de patientes qui sont opérées en ambulatoire et l'objectif, c'est de continuer sur cette voie-là dans le respect des patientes. Il y a un certain nombre de critères Parce que les patients qu'on qui suit. peuvent souhaiter rester hospitalisés. Il y a des aussi. patients qui souhaitent rester hospitalisés. Le nombre est assez faible en fait quand on leur explique. Les gens préfèrent rentrer chez eux. Les gens préfèrent être chez eux, exactement. Et puis il y a les patientes chez qui ça s'y prête pas. Il y a un certain nombre de paramètres, notamment il ne faut pas être tout seul chez soi le soir. Il faut qu'on puisse avoir un environnement qui puisse être aidant en cas de problème. Il faut que quelqu'un puisse nous ramener aussi. Exactement. Voilà. Il faut que quelqu'un puisse ramener et puisse prendre en charge les gens. Cet avantage psychologique du retour à domicile le jour même de l'intervention, donc on peut dire aussi que ça relativise la gravité de la maladie. Ça reste quand même une maladie grave. Est-ce quelque part, c'est pas à double tranchant? Oui, je pense que de temps en temps, les patientes, elles vont être... C'est comme si on avait enlevé un grain de beauté, pof, on rentre chez soi. Et puis après, une fois qu'on a, nous, les constatations histologiques, après, on se rend compte qu'il y a des facteurs pronostiques ou prédictifs qui ne sont pas du côté, tout à fait du bon côté, Oui. où il faut faire un traitement complémentaire. Et en particulier, quand on est conduit à faire une chimiothérapie, c'est quelque chose d'extrêmement lourd et qui va vraiment bouleverser la vie. Là, D'ailleurs, du coup, on c'est retourne bien décrit par hôpital, les travaux des psychologues qui disent surtout les malades, elles arrivent, elles vont faire un dépistage, elles sont en pleine forme, elles travaillent, elles ont 55 ans, on leur trouve un cancer, on va l'enlever en 24 heures, elles vont rentrer, et après, elles rentrent dans un cycle où leur vie est complètement bouleversée. Et c'est vrai que... faut pas oublier que ça reste une maladie grave, même si elle, Oui. même si elle a été opérée en Oui. Souvent, le diagnostic de cancer pose la maladie grave et ensuite, c'est la question. Voilà. C'est pas la peine qualité de de faire vie. subir non plus des choses parfois inutiles à la patiente, notamment des hospitalisations longues ou des choses comme ça, pour prouver que c'est une maladie grave. Il faut essayer de ne pas tomber dans l'autre versant. Il faut trouver le bon équilibre. Et ça, c'est en fonction du ressenti de chaque patiente. Exactement. On a bien compris qu'une chirurgie seule ne suffit jamais à enlever un cancer, qu'il y a, en règle générale, sauf si c'est un tout petit, mais bon, en règle générale, il y a des soins derrière, c'est-à-dire qu'il va y avoir de la radio ou de la chimio. Là aussi, les techniques ont évolué, notamment, encore une fois, au centre Léon Bérard, et c'est un peu pour ça que vous êtes là aujourd'hui. On fait un petit peu, au-delà de je vous opère en 24 heures, on a aussi le côté, on fait 2 en 1. C'est-à-dire une chirurgie et une radiothérapie. Alors effectivement, il y a des techniques qui se développent. Ça fait à peu près une dizaine d'années que c'est étudié. Maintenant, on a des résultats avec des reculs de 5 ans qui restent des reculs faibles, mais qui sont assez prometteurs, qui permettent de faire la radiothérapie dans le même temps que l'opération. Alors ça complexifie un peu l'opération en termes de durée. Justement, pour l'instant, on ne l'organise pas en ambulatoire. Pour des questions d'organisation, très clairement. Ça permet de faire la radiothérapie, effectivement, dans le même temps que l'opération, ce qui permet de diminuer notamment les séquelles de la radiothérapie. L'intérêt, c'est que les rayons partent de l'intérieur. On en voit les images, on va en voir les images, justement. Donc là, c'est une opération. On a fait l'ablation de la partie tumorale, qu'on va aller faire analyser après. Et là, ensuite, on met cette espèce d'engin. On met ce dispositif à l'intérieur de la glande mammaire, on resserre la glande mammaire autour, et justement, ce dispositif irradie sur une zone d'à peu près 1 cm de profondeur, tout autour, pour purifier, entre guillemets, le lit tumoral. C'est les avantages, c'est lesquels les avantages? Alors l'avantage, c'est que ça évite aux rayons de traverser la peau, entre autres, et ça évite aux rayons, enfin, c'est pas les mêmes sortes de rayons qui ont une moins grande diffusion en profondeur. Et donc, les organes en arrière ne sont pas touchés. Et puis surtout, une radiothérapie classique, alors il y a différentes sortes de radiothérapie qu'on peut faire. La radiothérapie classique se passe habituellement tous les jours, pendant 1 mois et demi, c'est quelque chose qui est relativement lourd, même si effectivement il y a des protocoles maintenant qui permettent de diminuer le nombre d'allées-venues, mais ça reste quelque chose de lourd, ce que ce traitement évite. Alors par contre, c'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde. Voilà. Et ça, je crois que la radiothérapeute, elle est intervenir, parce que Madame Romestin, je le rappelle, est aussi radiothérapeute. Il y a vraiment des indications qui sont très limitées de cancer. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on va vraiment irradier ce que j'appelle le fond du côtier. Enfin, c'est vraiment une sphère de 2 à 3 cm et on va irradier tout autour, point. Et on ne va pas irradier l'ensemble de la glande mammaire. Et c'est classiquement, c'est le risque. Classiquement, le risque, il est aussi
aussi dans l'ensemble de la glande mammaire. Hein. Quand les traitements conservateurs sont apparus il y a maintenant une trentaine d'années, en comparaison avec l'ablation complète du sein, et la règle, le dogme, c'était d'irradier l'ensemble du sein. Hein. Donc là, les indications sont vraiment réservées. C'est des essais pour l'instant, on n'en est pas encore à... Alors, il y a une publication qui sort au mois de novembre de Silverstein qui dit clairement, justement à la suite il y a eu 2 grands essais, un qui s'appelle Target, l'autre s'appelle Elliott, n'a pas une grande importance, qui sont des essais d'équivalence pour savoir si cette technique fait aussi bien que l'irradiation classique de l'instant de la glande mammaire. Et le papier conclut, on a un recul qui est insuffisant et on ne peut traiter des patientes que dans le cadre d'essais évalués dans des centres qui sont des centres ciblés pour ce comme type. Le centre Léon-Bérard. Voilà. Exactement. Et ça reste une opération. Pas diffusée. Alors, tout le monde ne peut pas en profiter. Tous les patients ne pourront pas en profiter. Ça reste une opération qu'on propose effectivement dans un petit nombre de cas sur des critères, sur des cancers de bon pronostic qui touchent plus souvent en priorité des personnes éventuellement un peu plus âgées. C'est pas quelque chose qu'on propose en systématique ou en tout cas en seul et unique traitement pour des patientes plus jeunes. En tout cas, on a bien compris que tout ça était extrêmement surveillé pour que ça ne nuise pas non plus à la santé de la malade. Écoutez, merci beaucoup, docteur Carabin, de nous avoir éclairé sur ce domaine de la chirurgie du cancer du sein. Nous allons à présent parler des traitements médicaux et je vais demander de céder votre place à Véronique Trier-Lenoir. Bonjour Madame Trier-Lenoir, vous êtes oncologue médicale au CHU de Lyon. Vous êtes également présidente du CLARA, le cancéropole Lyon-Auvergne-Rhône-Alpes. Je vous demanderai d'ailleurs de porter cette casquette dans la deuxième partie de cette émission lorsqu'il sera question de recherche. Mais d'abord, on va parler de chimiothérapie, hormonothérapie et traitement personnalisé. Alors, les progrès de ces dernières années en médecine permettent aujourd'hui de différencier, et ce de façon très précise, les types de cancers et de proposer les traitements chimiques qui correspondent à chacun de ces types. On peut dire qu'il y a plusieurs familles, je ne suis pas sûr que c'est le bon terme, mais pour les téléspectateurs, on va dire qu'il y a plusieurs familles de cancers. Il y en a 3 principales dans le cancer du sein. Elles sont bien identifiés, les cancers d'origine génétique, ceux qui sont hormonodépendants et ceux à récepteurs membranaires. Alors, on ne va pas faire de cours d'oncologie, mais on va quand même essayer d'expliquer à nos téléspectateurs qu'aujourd'hui, on ne traite pas tous ces cancers de la même façon. Et donc, on va parler de la première famille de cancers, les cancers type génétique, donc héréditaire. Si vous voulez, il me semble qu'avant, ce serait quand même important de rappeler que les traitements médicaux du cancer sont liés au fait que la gravité de la maladie, elle est dans la capacité des cellules à sortir de l'organe de départ, c'est-à-dire le sein, et à migrer dans l'ensemble de l'organisme. On appelle les métastases. Absolument. Oui, c'est ce qu'on appelle les métastases. Si on revient à la problématique des cancers génétiques, on sait effectivement qu'actuellement, 5 à 10% maximum des cancers sont liés à une prédisposition héréditaire, c'est-à-dire présente... La mère, les sœurs, les tantes présente dans le génome transmissible, donc chez les parents, pour faire simple, et transmis avec une malchance sur 2 d'avoir cette prédisposition qui fait que les cancers du sein risquent d'apparaître plus fréquemment, à un âge plus jeune et de façon plus volontiers bilatérale. Et donc c'est les fameux les marqueurs génétiques, hein, BRCA1, BRCA2, dont on a beaucoup entendu parler l'année dernière. Oui, enfin, l'année dernière et même un petit peu ça a été avant. très médiatisé l'année dernière vrai, avec Angelina Jolie qui avait décidé de faire ce qu'on appelle une mastectomie préventive, c'est-à-dire qu'elle s'est fait enlever les 2 seins parce qu'elle est justement porteuse de ces gènes-là. C'est quelque chose qu'on propose aussi en France. Hein. Quand la personne est porteuse de ces marqueurs-là, on dit « oulala ». On préfère vous proposer cette solution. Disons que nous avons dans les grands centres comme le CHU de Lyon des consultations d'oncogénétique au cours desquelles les spécialistes évaluent le risque et proposent éventuellement des mesures de surveillance ou de traitement préventif. Alors, la plupart du temps, non, je crois que c'est tout le temps, là c'est tout de suite la chimiothérapie qu'on propose à ces... radio-chimio. Non, ça n'est... On a l'avantage d'avoir une radiologue et puis aussi une oncologue. Non, la prédisposition génétique au cancer du sein ne détermine pas tant des traitements que des modalités de suivi. Les traitements, c'est autre chose. Le fait d'être prédisposé à faire un cancer va faire varier les modalités du dépistage ou du suivi, voire même donner lieu à des interventions préventives. Mais pour le moment, peut-être pas pour très longtemps, mais pour le moment, ça ne détermine pas des traitements et des modalités de traitement spécifiques. Par rapport au BRCA1 et BRCA2, c'est pas forcément de la chimio, ça peut être d'autres choses. Alors. Ça n'intervient pas dans la décision de chimio ou pas pour le moment.
Alors, on va parler des deuxièmes. Alors, c'est important d'identifier tous ces facteurs. Donc, vous avez dit 5-10%. Bien sûr. Il me semble avoir lu dans la littérature, je me suis un petit peu renseigné, qu'il y avait des nouveaux marqueurs qu'on découvrait régulièrement, le PALB2 notamment, mais c'est des faibles pourcentages. Il y aura certainement dans les années qui viennent de nouveaux marqueurs de prédisposition qui seront identifiés. Héréditaire, pareil, en disant... héréditaire héréditaire ou pas, BRCA1 ou BRCA2, c'est héréditaire. Les autres marqueurs moléculaires du cancer dont on va parler après sont des marqueurs qui ne sont pas héréditaires. Ils sont acquis au cours de la formation d'un cancer. C'est différent. C'est difficile à comprendre, mais c'est différent. On va parler du deuxième famille, qui est la plus importante, c'est les familles de cancers hormonaux dépendants. Oui, tout à fait. Environ 60% des femmes porteuses d'un cancer du sein ont des cellules qui expriment une quantité anormalement importante de récepteurs. Ce qui permet... Récepteurs à œstrogènes. Œstrogènes ou progestérone, mais ce sont surtout les œstrogènes, donc les hormones féminines. Et cela détermine l'utilisation de traitements anti-hormonaux qui sont des traitements destinés à s'opposer à l'effet stimulant des hormones sur ces récepteurs. Donc ça s'appelle l'hormonothérapie. Absolument. C'est un peu moins délétère, agressif, il y a moins d'effets secondaires que la chimiothérapie classique. Oui, plutôt moins. Oui, mais il y en a quand même un petit peu. Les patientes, je trouve qu'il y a quelques années, il y a 20 ans, on avait l'impression que c'était assez facile. Et maintenant, où la parole s'est vraiment libérée, je trouve que les femmes sous hormonothérapie, alors il y a 2 types d'hormonothérapie. Il y a le tamoxifène, qui est un anti-œstrogène, qui est actuellement celui que l'on prescrit aux femmes non ménopausées. Et il y a ce qu'on appelle les anti-aromatases, qui ont une action plus périphérique. C'est un autre groupe de molécules qu'on prescrit aux femmes ménopausées et qui donne, je trouve, en termes de qualité de vie, c'est un traitement qu'on prescrit en général pour 5 ans, c'est un comprimé par jour, donc c'est relativement simple à administrer, à prendre, mais 5 ans c'est long. Une chimio c'est plus court, me semble-t-il. Une chimio c'est plus court, en revanche une chimio ça n'est pas un traitement ciblé. Oui. C'est un traitement qui est agressif sur l'ensemble des cellules qui se divisent vite, donc ça a beaucoup plus d'effets secondaires, aigus, immédiats, voilà. Alors que l'hormonothérapie, c'est plus long, mais... Oui, mais ça dure et ça donne... En termes de qualité de vie, les femmes se plaignent de douleurs ostéo-articulaires, de bouffées de chaleur. Moi, quelquefois, pour simplifier, je dis que c'est une superménopause comme effet secondaire. Pour revenir au traitement chimiothérapie, on connaît donc les effets secondaires très lourds sur les patientes. Il n'y a pas de nouvelles thérapies, il n'y a pas de nouveaux modes d'administration. Si. Les nouvelles thérapies sont des thérapies qui, contrairement à la chimiothérapie qui attaque les cellules en division rapide, donc qui est un traitement relativement peu discriminant, les nouveaux traitements s'attaquent à des anomalies moléculaires, c'est-à-dire des anomalies chimiques, qui sont caractéristiques des cellules cancéreuses et qui ne se retrouvent pas sur les cellules normales. Autrement dit, il y a un ciblage des cellules cancéreuses, où qu'elles soient, par des médicaments qui les attaquent, par des anomalies, comme vous y... Voilà. Est-ce qu'il y a moins d'effets secondaires avec ces nouvelles thérapies ciblées ? Oui, il y a moins d'effets secondaires, mais il y en a quand même. Je rejoindrai tout à fait Pascal sur le fait que ces nouvelles thérapies s'accompagnent d'effets secondaires qui sont plus rarement de la chute des cheveux, mais qui sont assez fréquemment des effets secondaires cutanés, par exemple, et qui ne sont pas non plus forcément très faciles à supporter. Ça reste des traitements lourds, contraignants et non dénués d'effets secondaires. Alors, vous disiez qu'il y en a qu'on peut administrer maintenant par des cachets, non plus Absolument. donc une intraveineuse, l'image classique de quand on va se faire soigner en hôpital. Mais est-ce que quelque part, il n'y a pas aussi un risque quand on prend juste un cachet de l'oublier c'est valable pour l'hormonothérapie, c'est valable aussi pour la chimie. Le risque est probablement plus important quand le traitement est plus long, comme avec l'hormonothérapie. Le risque d'oubli existe. Les patientes ont à la fois l'impression de prendre mieux en charge leur maladie parce qu'elles sont actives dans la prise du traitement et en même temps c'est vrai qu'elles sont un peu plus livrées à elles-mêmes. Qu'est-ce que je fais si j'oublie le médicament, si je le vomis, si j'ai pris par erreur une double dose, d'où la nécessité absolue pour les établissements hospitaliers de travailler en lien très étroit avec les structures de ville. Au centre hospitalier Lyon-Sud, nous avons mis en place une plateforme. Alors, une plateforme, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça veut simplement dire que 24 heures sur 24, il y a des professionnels de santé qui peuvent entendre les plaintes et les questionnements des patients et y répondre en lien avec le médecin traitant, avec le pharmacien de ville. Médecin traitant, pharmacien de ville, infirmière libérale. Infirmière libérale, d'accord. C'est une formation que vous leur faites de façon à ce que... Des formations, de l'information et du lien entre les deux. Le plan cancer dit à juste titre que la cancérologie doit évoluer vers des techniques de coordination entre l'hôpital et la ville.
C'est Donc, absolument essentiel. les facteurs génétiques, 5-10%, 60% pour la deuxième, les hormonodépendants à peu près. Troisième famille, les cancers, je lis, un récepteur membranaire. Ça, c'est un nouveau type de cancer qui a été découvert, une sous-catégorie. Connu il y a une vingtaine d'années, le chef de file, il y a énormément de ces types de traitements ciblés, mais le chef de file est indiscutablement l'herceptine, qui est un anticorps monoclonal, donc une molécule d'assez grosse taille, administrable par voie intraveineuse ou par voie sous-cutanée, qui s'attaque à un récepteur présent à la surface des cellules et caractéristique des cellules tumorales. Et ça, comment on fait pour savoir à quel type de cancer on a affaire en fait? On fait des tests en laboratoire sous le microscope. Donc on prend la tumeur de la patiente qu'on a opérée, Oui, on la découpe. on la découpe en anatomopathologie. Anatomopathologie, on regarde à quoi elle ressemble et c'est là qu'on dit c'est un cancer ou pas. Et puis une fois posé le diagnostic de cancer, on l'affine avec des techniques qui permettent de repérer l'expression anormale éventuelle de protéines à la surface, à l'intérieur du noyau, voire même des anomalies des gènes de ces cellules-là. Alors, quand on fait l'addition de tout ça, on s'aperçoit qu'il y a quand même 15-20% des cancers où ils ne rentrent dans aucune de ces catégories-là. Qu'est-ce qu'on fait pour eux? On continue les recherches dans ces tumeurs qu'on pourrait qualifier d'orphelines, qui présentent certainement des anomalies particulières, mais que pour le moment on ne connaît pas. Et on fait appel aux chercheurs de laboratoire pour essayer de nous aider à identifier des anomalies qui permettraient de générer des nouveaux traitements. Et là, donc, c'est une approche hyper spécialisée, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on dit elle rentre dans aucune des cases, cette dame-là, avec son cancer, il faut qu'on creuse et qu'on cherche ça. Oui, mais on ne cherche pas tant pour cette dame-là qu'en amont, en laboratoire, sur des lignées de cellules ou des prélèvements d'autres dames qui pourraient être analysées. Qu'est-ce que vous en pensez, Pascal Romestin? Oui, on ne peut pas aller... Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est pas au coup par coup pour Madame X ou Madame Y. Hein. C'est vraiment on n'en est pas encore à la super personnalisation. Ces patientes qui n'expriment ni les récepteurs d'hormones, ni HER2... c'est-à-dire ceux qui sont soignés avec les anticorps. Alors, celles-là, oui, HER2, c'est les anticorps. Celles-là, elles sont probablement un peu plus difficiles à traiter, encore que... Il y a un certain nombre de formes qui vont aller parfaitement bien. On sait en termes de statistiques, ça représente 15% des cancers tout venant. Mais on en est vraiment du domaine de la recherche fondamentale. Hein. Voilà, justement, on parlera dans la deuxième partie de l'émission, on parlera justement de la recherche et de son importance. Et nous recevrons une scientifique du Centre de recherche en cancérologie de Lyon. Elle nous rejoindra sur ce plateau. Et avec vous, mesdames, parce que vous allez rester avec moi, nous reviendrons également sur les soins de support ou encore la reprise d'une activité physique dont une récente étude a prouvé une réelle efficacité contre la récidive des cancers du sein. Mais pour l'instant, c'est l'heure du flash d'information en Rhône-Alpes. Il vous est présenté par Soria Khaldoun. Bonjour Soria. Merci Soria et on vous retrouve ce soir à 19h. La Voix est libre, suite F1 avec notre invité Pascal Romestin, vice-présidente de l'association Europadona. Nous allons poursuivre cette émission sur le thème du cancer du sein avec également Véronique Trier-Lenoir, oncologue médicale et présidente du CLARA. Il y a un souci, d'accord. Ne regardez pas l'écran là-haut. Vous me regardez, vous vous regardez, vous, on me dit. C'est pas bien. Oubliez les caméras. Non, vous êtes en train de lire, elles sont en train de pomper mon prompteur. C'est curieux. Hein. Faut pas. Vous me regardez, vous regardez. Moi, je suis prêt là, c'est bon. Merci Soria, on vous retrouve donc ce soir à 19h. La Voix est libre, suite F1 avec notre invité Pascal Romestin de l'association Europadona. Nous allons poursuivre cette émission sur le thème du cancer du sein avec également Véronique Trier-Lenoir, oncologue médicale et présidente du CLARA. Et puis une nouvelle invitée nous a rejoint sur ce plateau, c'est Muriel Leromancer-Chérifi. Bonjour, vous êtes directeur de recherche INSERM au Centre de recherche en cancérologie de Lyon.
avec vous. Nous allons faire un point sur les recherches en cours pour trouver donc de nouvelles thérapies contre ce cancer. Alors vous travaillez sur des cellules conservées dans une tumorothèque. C'est un endroit où sont conservées les tumeurs des patientes qui ont été opérées d'un cancer du sein. Et vous vous intéressez, vous particulièrement, aux tumeurs résistantes au traitement habituel. Alors sans trop rentrer dans les détails, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, tout à fait. Donc, en fait, sans rentrer dans les détails, mais juste pour expliquer, comme tout à l'heure, on a déjà parlé un petit peu du récepteur aux oestrogènes. Il faut savoir qu'au diagnostic, les anatomopathologistes vont regarder la présence de ce récepteur dans le noyau des cellules, donc ce qui est lié à l'ADN. Or, depuis de nombreuses années, mon équipe s'intéresse à une partie de ce récepteur aux oestrogènes qui se situe à l'extérieur du noyau et qui actuellement n'est pas du tout pris en charge, n'oriente pas le diagnostic ni les thérapies. Donc cette recherche, on va dire de base fondamentale, au départ bien sûr on est encore loin des applications. Dans les microscopes, on regarde la cellule cancéreuse et on regarde son mécanisme, c'est ça. Voilà, on regarde les mécanismes, mais c'est vrai que récemment on a quand même montré que tout ce qui se passait à l'extérieur du noyau était aussi dérégulé dans des tumeurs mammaires et était associé à des tumeurs de mauvais pronostic, donc des tumeurs agressives. Et actuellement, donc, on a identifié des nouvelles cibles, des nouveaux partenaires de ce récepteur, qui est donc à l'extérieur du noyau. Et grâce à des expériences que l'on réalise actuellement sur des modèles précliniques, en fait, c'est des souris dans lesquelles on a greffé des tumeurs de patientes. Donc, on est quand même proche de ce qui peut se passer chez la patiente. On va pouvoir tester nos hypothèses et essayer de les valider pour essayer de proposer de nouvelles combinaisons de traitements en proposant toujours l'hormonothérapie, dont on a parlé tout à l'heure, mais en associant... Parce que l'hormonothérapie, donc visiblement, vous dites ça ne marche pas suffisamment ou pas assez. Ça marche, mais il y a des patientes qui sont résistantes d'emblée ou qui, au cours du traitement, vont devenir résistantes. Et le gros problème actuellement, c'est qu'on ne peut pas prédire de cette résistance. D'accord. Donc, et les peut-être patientes... que dans vos recherches, dans le mécanisme, vous allez trouver pourquoi elles sont résistantes, c'est ça ? Voilà. Alors, il n'y aura pas qu'un mécanisme, il est multifactoriel. Nous, on va peut-être trouver une sous-population de patientes qui, lorsqu'elles ont ce marqueur, on ne va pas leur donner uniquement l'hormonothérapie, mais on va pouvoir associer un inhibiteur bien spécifique. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est d'identifier ces nouvelles molécules, ces nouvelles cibles, mais en plus de prédire qu'elle va marcher dans telle sous-catégorie de patientes. Et donc, vous dites que vous êtes déjà sur les essais sur les souris. Est-ce que ça fonctionne sur les souris ? Alors, on n'a pas encore les résultats. On est en train de le faire. Il faut savoir que chez les souris, c'est très long aussi, bien sûr. Alors, on travaille aussi sur des modèles de tumeurs chez la souris qui ont été rendues résistantes au tamoxifène. Donc, on a vraiment un peu ce qui se passe chez la patiente. Donc là, je pense que d'ici une année, on devra avoir les résultats. Et comme je travaille en étroite collaboration avec les oncologues du Centre Léon Bérard, on a déjà prévu, si les résultats sont concluants, une petite étude clinique preuve de concept sur, on va dire, une cinquantaine de patientes pour voir donc la faisabilité de cette recherche et de l'application justement en clinique. Il y a d'autres travaux, donc ça c'est les vôtres, les particuliers, mais est-ce qu'il y a d'autres travaux, j'imagine, en France et partout dans le monde d'ailleurs, sur tous ces mécanismes résistants aux thérapies classiques ? Tout à fait. Dans le monde entier, les chercheurs s'attellent à ce problème de résistance qui est vraiment un problème de santé publique. Donc il y a de nombreux marqueurs qui sortent, mais après il faut les valider dans les études cliniques. C'est ça le plus difficile. Et surtout, toujours de prévoir si la patiente va répondre ou pas. C'est ça, il faut des marqueurs de prédiction, de réponse au traitement. Encore une fois, de plus en plus toujours centré sur des choses extrêmement personnalisées autour de la malade. L'avantage d'Octobre Rose, c'est qu'on voit des tas de reportages sur tout un tas de nouveautés. J'en ai vu une cette année qui concerne ce qu'on appelle des travaux sur des analyses prédictives des facteurs pronostiques. Une carte à puce, on prend du sang, tac, et ça nous fait sortir des anomalies qui sont déjà plus ou moins connues. Est-ce que vous avez eu vent de ces nouveautés ? Oui, bien sûr, c'est le sens de l'histoire. Le sens de l'histoire, c'est d'aller détecter chez chaque individu donné les anomalies responsables de son cancer contre lesquelles on peut agir par des médicaments. La carte à puce clic-clac pour un patient donné, ça n'est pas de la routine en 2014. Ça le sera peut-être dans les 10 années qui viennent. Et c'est clairement le sens de l'histoire. C'est de gros espoirs. Alors, la recherche, c'est important. D'ailleurs, on a vu que le message des scientifiques en début octobre qui avaient manifesté lors de la marche des chercheurs, ils protestaient, rappelez-vous, contre les réductions des budgets qui ont été vraiment drastiques ces dernières années. Alors,
On pourrait croire qu'avec la Ligue contre le cancer, l'ARC, qui sont vraiment de grosses associations qui militent contre le cancer depuis de nombreuses années, on pourrait penser que vous, chercheurs sur le cancer, vous êtes un peu tranquille, vous ne risquez rien, vous avez des sous. Or, ce n'est pas vraiment le cas, Muriel de Romancière. Ce n'est pas vraiment le cas. Moi, je peux dire pour ma part, au quotidien, je passe à peu près 40% de mon temps à faire des demandes de financement et qui, malheureusement, n'aboutissent pas toutes avec un financement à la clé. On peut dire que souvent, sur 10 demandes, il y en a 2 qui vont être positives. Donc, c'est vrai que c'est quand même dommage de passer une grande partie de son temps à chercher de l'argent et pas à chercher comment les mécanismes sont dérégulés dans les cellules tumorales. Je vous vois opiner, Madame Trier-Lenoir, donc vous êtes présidente du CLARA. Vous aussi, vous avez du mal à vous faire financer. Vous êtes financé, c'est par la région en grande partie, l'État, l'Europe. Le Cancéropole Rhône-Alpes-Auvergne est financé à peu près à moitié par l'État via l'Institut national du cancer et pour l'autre moitié par les collectivités locales et territoriales de Rhône-Alpes et Auvergne. Je suis toujours tout à fait choquée en effet d'entendre que des chercheurs de la qualité et du niveau de compétence de Muriel passent beaucoup de temps à lever des fonds en vue de leurs recherches. Le Cancéropole a pour principal but de décloisonner entre les chercheurs comme Muriel, qui sont dans leur laboratoire, les avec leurs souris, cliniciens, les médecins qui sont avec les industriels qui participent largement au financement de l'innovation, l'industrie pharmaceutique ou des dispositifs médicaux, et puis les patients qui posent toujours les bonnes questions. Peut-être mieux que les médecins souvent. Pascale Romestin, en tant que militante d'une association aussi pour les femmes atteintes de cancer. Les patients, ils interviennent peut-être un peu plus loin dans la recherche, puisqu'il y a une recherche fondamentale où on va déterminer soit des facteurs prédictifs, c'est-à-dire un facteur qui pourra déterminer si une molécule thérapeutique sera efficace ou pas. C'est pas pareil que les facteurs pronostiques, qui vont dire si la maladie va être plus ou moins grave. Donc ça, c'est typiquement... on pourra cibler la thérapeutique et les patientes vont arriver après, parce qu'il arrivera un moment, une fois qu'on aura validé tous les tests en laboratoire ou sur des souris, et voilà, il faudra le valider aussi sur les patients. Ça, c'est dans le cadre d'essais prospectifs où on fait... Alors là, il y a tout un protocole avec des comités d'éthique, bien entendu, pour... dessiner un essai thérapeutique, être sûr que ça fonctionne, pour l'évaluer in vivo sur l'homme. Mais en tout cas, la recherche a des soucis d'argent ces temps-ci. La recherche pour le cancer continue malgré tout, on est d'accord. Bien évidemment, et elle continue de manière pluridisciplinaire, c'est-à-dire en mettant autour de la table tous les acteurs. Sinon, ça ne peut pas marcher. Bien, on va terminer cette émission avec quelque chose qui vous tient à cœur, ce qu'on appelle les soins de support. Alors, les soins de support, ce sont la psychothérapie, la kinésithérapie, la diététique, le sport. En fait, ce sont des soins annexes qui sortent vraiment de ce qui est purement médical. Est-ce qu'on sait si ces soins de support ont été évalués? Est-ce qu'il y a une réelle efficacité? Alors oui, il y a des choses qui ont été évaluées. Par exemple, on sait que, notamment pour ce qui est de la prévention du cancer comme de la prévention d'une éventuelle récidive, rechute de la maladie. Il est quand même évalué que les patientes ont tout intérêt à ne pas être en surpoids et à garder une activité physique. Ça, c'est des choses qui sont relativement bien validées actuellement avec une série de publications, beaucoup importantes et qui tendent à prouver ça. Et d'ailleurs, il y a des protocoles actuellement de prise en charge de nutrition des patientes, d'activité physique et par ailleurs, l'activité physique, et ça a été bien prouvé et clairement, c'est un rôle important dans la lutte contre la fatigue. Parce que les patientes qui ont eu une chimiothérapie, elles sont extrêmement fatiguées. C'est quelque chose dont on ne prenait pas vraiment en compte il y a 15-20 ans. Je ne me souviens pas qu'on posait ces questions. Et actuellement, quand on vous fait, par exemple, je fais référence au dernier travail qui a été publié sur 2 ans après un cancer. Alors c'est tout cancer confondu, mais c'est quand même majoritairement des cancers du sein, des femmes qui ont été atteintes, qui ont été interviewées. Et dans ce travail, on voit clairement que plus de 80% des patients, 2 ans après un cancer, se plaignent encore de fatigue persistante. Or, donc la reprise d'activité sportive, ça permet de récupérer plus vite. Et par ailleurs, c'est un rôle social et un rôle psychologique. Parce que quand vous faites l'activité physique en groupe, vous participez à quelque chose, vous vous prenez en main, c'est-à-dire que le patient est lui-même actif, ou la patiente est elle-même active. Et je crois que c'est un rôle psychologique beaucoup plus important que ce qu'on imagine, l'activité physique. J'ai lu qu'il y avait eu aussi une étude qui montrait qu'il y avait 40% de récidives en moins. Ça diminue le risque de récidive indiscutablement. Donc ça fait partie du traitement. Ça diminue le risque de récidiver de la maladie. Alors, il a été récemment question, j'ai vu ça cette semaine aussi, de cure thermale qui ferait partie de ces soins de support, où tout est pareil, où on fait de la balnéo, on fait... Oui.
à mon sens. Je sens que vous êtes un peu énervé. Non, pas du tout. Non, je trouve qu'au contraire, c'est très bien. Mais je trouve que là, on est plus dans le soin... Comment dire, complémentaire, comme la socio-esthétique. Dieu sait si je suis favorable. Et à repas de des soins esthétiques, c'est-à-dire nous une femme qui a perdu ses cheveux, les perruques, etc. Voilà, des soins de socio-esthétique aux patientes. C'est soit comment bien se maquiller quand on n'a plus non seulement des cheveux, mais des cils et des sourcils, qu'on a plus ou moins bonne mine, et puis des moments de détente aussi, que sont un massage par exemple. Les soins en cure thermale, c'est tout à fait de ce domaine. Hein. À ne pas confondre avec donc, les soins de confort, l'esthétique dont on vient de parler, où là, c'est peut-être pas l'État qui prend en charge, parce que tous ces soins-là, la kinésithérapie, c'est pris en charge. Oui. Bien sûr, après un cancer, c'est pris en charge. La kinésithérapie, en plus, elle a un rôle pour, si les patientes gardent des douleurs séquelaires au niveau de leurs épaules, après le geste chirurgical. On a vu, vous le disiez, que c'est important aussi de ramener la personne à la vie active le plus rapidement possible. Est-ce qu'on peut dire que, avec tout ce dont on vient de parler aujourd'hui, en France, globalement quand même, la prise en charge d'un cancer du sein est relativement bien prise en charge? Est-ce que c'est bien pris en charge ou est-ce qu'il y a encore des efforts à faire? Et s'il y a des efforts à faire, dans quel sens? C'est la conclusion de notre émission. Il y a toujours encore des efforts à faire, mais je pense que le fait qu'il y ait un plan cancer national et que depuis plus de 10 ans maintenant, il y a un effort spécifique pour la qualité, la sécurité, la pertinence des soins, ça a probablement amélioré la prise en charge des patientes. Ça serait plus simple de le demander aux patientes. Mais vu du côté médical, ça paraît plutôt mieux. Les patientes, qu'est-ce qu'elles disent? Je trouve que les patientes sont relativement satisfaites de la prise en charge actuellement. Enfin, alors peut-être que j'ai une patientèle qui est sélectionnée, j'en sais rien, mais je trouve qu'elles sont alors, elles sont, bien sûr, c'est dramatique d'avoir... On rigole pas quand on apprend qu'on a un cancer et qu'on est traité, bien évidemment. Mais... C'est clair. Mais elles se sentent accompagnées. Elles se sentent accompagnées. Surveillées, elles se sentent accompagnées, elles se sentent entourées, et je trouve que c'est important. Pendant les soins, elles savent qu'elles vont être vues avec une périodicité qui est définie, puisque une fois la maladie terminée, il y a tout un programme de suivi qui est déterminé, qui est recommandé par notamment l'Institut national du cancer, et les patientes savent qu'elles ne sont pas lâchées dans la nature. Et il y a actuellement certaines équipes qui ont monté des protocoles justement de réadaptation à l'effort physique, qui est une prise en charge que j'ai envie de considérer un peu comme un sas de décompression après une prise en charge très médicalisée, où elles se prennent en charge elles-mêmes puisqu'elles deviennent actives. Elles rencontrent des soignants, mais qui ne sont plus les soignants du cancer, mais ce sont d'autres soignants. C'est-à-dire des gens qui les prennent en charge, notamment des kinés. Il y a souvent des assistants, un assistant social, diététique, psycho, ergothérapie, etc. Et elles ont une espèce de passage en douceur entre cette prise en charge assez intense que sont les soins médicaux, vers une vie normale, on peut dire. J'ai envie de dire ordinaire. Ordinaire. Voilà, c'était le mot de la fin, passer de la maladie, un retour vers la vie ordinaire. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir participé à cette émission. On sait que vos agendas sont très chargés. Avant de se quitter, je vous donne le programme de cet après-midi sur France 3. À 15h25, un documentaire intitulé 14-18, la guerre en chansons, qui décrit comment certaines chansons ont su exalter l'élan patriotique des poilus, ou encore comment d'autres ont révélé des mentalités d'une époque tourmentée. Et à 16h20, Chronique d'en haut vous contera l'histoire de la naissance de la discipline aujourd'hui olympique du bobsleigh. Au départ, c'était un jeu de glisse inventé par les mineurs de la Plagne. La semaine prochaine, La Voix est libre sera présentée ici même par Paul Satis. Passez un excellent week-end et surtout, prenez soin de vous.